On est rendu à la période des questions. Fait que si les citoyens ont des questions, des commentaires, suggestions, le micro en avant est disponible pour répondre à ça. Je peux vous présenter si vous voulez, mais je ne suis pas sûr. Non, je vais me présenter. Marc Villeneuve. J'essaie de comprendre, je t'ai parlé tantôt un petit peu, c'est concernant, on a bougé de 4000 mètres à 5000 à un certain moment donné avant 2005. On ne sait pas exactement quand. Il y avait seulement une raison valable qu'on augmente la taille des lots. Puis aujourd'hui, on veut les diminuer. J'essaie de comprendre le pourquoi. Puis je pense que je ne suis pas le seul qui se questionne du pourquoi. C'est tout. S'il y a un pourquoi. Ah, pas de réponse, c'est accepté. Ah, ça va venir. Oui, comme discuté tantôt, Marc, donc il n'y a aucune étude qui avait été soumise avec ça, donc je ne peux même pas vous dire, nous on a fait les recherches avec les archives de la municipalité dans la voûte, on a fait aussi les recherches avec les archives au niveau de la ville de Gatineau. Il n'y avait aucun document à l'appui qui indiquait pourquoi ça avait été choisi. Ça peut être aussi des exigences en lien avec le schéma d'aménagement. S'il y a une modification au schéma d'aménagement, par concordance, la municipalité s'est conformée. Mais depuis 2005, la disposition était 5000 m² avec la modulation 4000 m quand on faisait plusieurs lots simultanément. Okay. C'est vrai, j'avais regardé d'autres municipalités, puis j'avais vraiment vu, quand je l'avais regardé, observé qu'eux respectaient le 5000. Là, je ne peux pas dire si on baissait à 4, là, je ne peux pas répondre. Est-ce que tu as les noms des municipalités? Je peux te sortir demain. Je vais regarder dans mon ordi parce que j'avais taponné là-dedans. Là. Parfait. C'est bon, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Correct? Juste peut-être vous approcher du micro. OK. Moi, c'est René Lassalle. Oui. Je suis un des ceux qui s'est battu pour Cantley en passant dans les années 80. Là. J'ai acheté 2 terrains en 1974 et je ne veux pas faire une affaire personnelle, mais c'est quelque chose qui va être pour les autres aussi. J'ai acheté 2 terrains adjacents, mais qui donnaient sur 2 rues, la rue Abitibi et l'autre sur la rue Argenteuil. Les 2 terrains, dans le but de... Je me suis bâti sur la rue Abitibi. Et quand j'étais pour venir vieux, ça s'en vient, là. J'étais pour vendre la grosse maison, puis m'a bâti une plus petite sur l'autre terrain. Et là, en 2021, j'ai demandé à un arpenteur géomètre de commencer pour séparer les terrains. Puis, il a mis 55 000 m² sur la rue Argenteuil. Et la balance est restée sur la rue Abitibi. Ça me donne un terrain de 2h30 à peu près, puis 1h15. Et à ce moment-là, je vais questionner pour savoir pour la fameuse chose de parc, parce que j'avais déjà 2 terrains avant qu'ils fassent les cadastres. Là. Et on me dit que peut-être que c'était peut-être annulé ça, mais ça ne l'est pas. Et cette année, on me dit qu'en plus de ça, si je ne bâtis pas là, avec un nouveau chose urbain, que je ne pourrai pas parce que ma façade ne sera pas assez grande. Et ça, c'est à cause des ronds-points. Nous autres, on n'exagère pas sur les ronds-points sont là. On ne peut pas grandir. Et il faut 150, en tout cas, c'est 45 mètres qu'il faut de façade. Là. On n'a pas 45 mètres, ni sur la rue Abitibi, ni sur la rue Argenteuil. Mais à travers Cantley, il y en a d'autres dans ma situation. OK? Ils pourraient avoir 1h15, puis l'autre terrain en masse. Mais ils n'ont pas la façade ou ils ne sont pas dans l'urbain. OK? Fait que ça, est-ce que c'est possible que lorsque j'allais parler à la MRC, de faire une chose que ceux qui avaient déjà des terrains sur les ronds-points, qu'on n'ait pas besoin d'avoir 45 mètres. Parce qu'on ne peut pas le faire, 45 mètres, on n'exagère pas. Là. Est-ce que c'est compris ce que je vous demande? Mais écoutez, parce qu'il y en a c'est sûr plusieurs que là, comme ça. C'est un lien avec un dossier particulier. Il faut regarder parce qu'il peut y avoir plein non, d'aspects. Non, je ne veux pas faire un dossier effectivement, mais je ne peux pas vous donner une réponse ça. parce que ça se peut que ça soit applicable juste à votre terrain pour des X et Y raisons. Donc, il faut vraiment regarder votre dossier de façon particulière parce qu'effectivement, je ne peux pas vous donner une réponse juste comme ça. Là.
Bien, ça, c'était Mais facile. comme Bien, je vous ai juste de dit, je vous marquer invite comme à ceux qui prendre un avaient déjà rendez-vous. des terrains On peut avant regarder ça ensemble. Et sur des puis, ronds-points. Mais moi, la raison que parce j'en qu'il parle, c'est il pas y a, il juste y a moi. toujours des ronds-points qui Je sont vais prendre un lotis. rendez-vous avec vous, là, c'est sûr. Mais il n'y a pas juste moi dans Cantley qui est dans cette situation-là. Et Parce qu'il y a quelqu'un des qui va surveiller dispositions à un moment donné. particulières qui sont applicables au rond-point. Si vous êtes déjà loti, il y a peut-être un régime de droits acquis. Donc, comme je vous dis, je ne peux pas vous répondre. Il va falloir analyser Bien, votre ici, dossier. quand j'ai rencontré la semaine dernière, là, parce que c'était fermé avant, elle était assez carrée là-dessus, comme quoi je ne pourrais pas, avec les nouveaux règlements, me construire. Mais il va Et je suis falloir rendu à cette regarder. étape-là. Là. Il va falloir regarder votre dossier, monsieur. Comme je vous dis, c'est peut-être particulier juste à vous, là. Donc, sachant pas votre dossier, connaissant pas votre dossier, je ne peux pas me prononcer malheureusement. C'est beau. C'est bon. Correct, on regardera ça ensemble, mais je vous dis que Ça va je me ne faire suis vraiment pas tout plaisir. seul. Là. Parfait. Je parle au nom de plusieurs. Merci. 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 Monsieur René Lassalle. Bonjour, Yves Leduc Butterworth. Pour les lotissements de parcs, pouvez-vous décrire un peu, parce que avec avant d'autres projets, on avait l'impression que il faut que ce soit des parcs, littéralement des parcs, genre. Mais est-ce qu'un lotissement de parc dans les nouveaux règlements, ça peut être un piste cyclable autour, ça peut être un petit strip de 3 mètres, mettons, qui fait la longueur du lot. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Pour les fins de parc, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, premièrement, soit qu'on peut faire la contribution financière, tout dépendamment si un parc est nécessaire dans ce secteur-là. Donc, une analyse qui est faite de pair avec les loisirs. On regarde la desserte en termes de parc. Si, exemple, il n'y a pas nécessairement de desserte, ou on peut faire aussi une modulation. Donc, exemple, 5 monétaire, 5 parc. Effectivement, des pistes multifonctionnelles peuvent être cédées en fin de parc, des sentiers boisés. Ça peut être, c'est pas nécessairement juste des parcs conventionnels comme qu'on voit avec des aires de jeu pour enfants, là, des modules de jeu. Donc, ça peut même être des espaces juste boisés de conservation. Donc, il y a plusieurs formes aux fins de parc. Tantôt, aussi j'ai juste mentionné, excusez, c'est assujetti aussi au PIA maintenant. Donc, le fin de parc est assujetti. Il y a des critères à savoir est-ce que c'est vraiment pertinent de recevoir ça. Puis, pour bonifier aussi ce qu'on va recevoir en termes de fin de parc. OK. Si vous me permettez, je vais poser une question. Alexandra, si quelqu'un veut me donner une fin de parc, un milieu humide, 100% humide, OK. Donc, tout ce qui est contrainte, on le reçoit pas en fin de parc, tout simplement parce qu'ils sont déjà protégés par des dispositions provinciales. Quand on veut des fins de parc, on veut que ça soit utile ou pour préserver, exemple, le boisé, où est-ce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement de protection par le provincial au niveau du déboisement. Donc, non, on ne l'accepterait pas là, si ça serait juste un milieu humide. mais on va accepter le terrain, mais on ne l'acceptera pas en fin de parc. Oui, effectivement, oui. Je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire, quelqu'un qui a un grand terrain, il y a un marais dedans, puis il ne veut pas développer le marais, il pensait nous donner le marais comme fin de parc, on ne le prendra pas comme fin de parc, on va l'acquérir s'il veut nous le donner, puis on va acquérir 10% de fin de parc à part le marais. C'est clair ce que je dis? Oui. OK. Deuxième question, c'est, j'ai peut-être manqué, mais si j'ai un lot de 4000 m², quel pourcentage doit être développable et non milieu humide, pente, etc.? C'est 1000 m² qui doit être hors des contraintes. OK. Merci beaucoup. De rien. Lequel tu parles? Tu viens de parler? Monsieur Yves Leduc Butterworth. Jean-Baptiste Michon. À travers l'historique, on parle de 2800, 3500, 4000, 5000, 6000 mètres carrés, etc. Ça devient très arbitraire quand on n'a pas la science, la connaissance du territoire, de l'eau derrière ça. Ma question, c'est quand on lit les OGAT, il y a un objectif très clair, l'OGAT 2024, qui demande au MRC, donc à la municipalité aussi d'une certaine façon, de garantir, de faire une gestion intégrée de l'eau, puis dans un contexte de réchauffement climatique, de s'assurer que tous les citoyens de Cantley ont de l'eau suffisante pour leur famille pour les 30 prochaines années dans un contexte de réchauffement climatique. Je ne sais pas aujourd'hui, moi, si 5000 mètres c'est assez. Je ne sais pas si ça va prendre 6000.
Peut-être que 4000, c'est assez. Je sais juste pas. J'aimerais ça t'entendre sur ta perspective sur comment que vous allez faire ce genre d'analyse-là, puis comment cette responsabilité-là que le ministère des Affaires municipales vous donne, comment vous pensez à travers ça, à travers cette réflexion-là, parce que sinon, c'est hyper arbitraire. Bien, en fait, là, toutes les orientations gouvernementales qui établissent les dimensions des lots, dont des lots non desservis, donc c'est quand même assez clair, les chartes, eux prévoient que 2800 est suffisant. Puis tout ça, ça a été travaillé de pair avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, tous ces éléments-là ont été contre-validés lors de l'élaboration des OGAT, donc lors de l'édiction. Donc, techniquement, nous, si on est à 4000, puis eux prévoient 2800, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très prudent, puis qu'on prévoit des dimensions plus grandes qui peut, dans un sens, privilégier une gestion plus durable de l'eau, puisqu'on s'étend plus sur le territoire, donc on répartit les points d'accès à l'eau, là, si on veut, de chacun des citoyens. Donc, c'est sûr que là, c'est ça. Donc, c'est toute une collaboration avec les différents ministères qui ont leur expertise aussi dans le domaine. Parce que c'est hyper arbitraire. Tu peux avoir un terrain en bas de pente qui va avoir énormément d'eau, un terrain en haut de pente qui n'aura aucune eau. Bien, c'est pour ça qu'on demande aussi effectivement des études lors de grands lotissements comme ça avec la recharge. Parce qu'effectivement, si tu es en haut d'une montagne, en bas d'une montagne, puis comment le sol absorbe l'eau, il y a une distinction. Donc, c'est pour ça que les études sont vraiment basées, sont très exhaustives en fonction de caractéristiques topographiques du territoire, puis aussi de la typologie du sol. Je ne veux pas rembarquer sur le débat de qui fait les études, mais moi, je me rappelle d'un Cantley, il n'y a pas si longtemps que ça, où il y avait des pénuries de sécheresse, où la ville faisait des distributions de barils de pluie. Et puis là, on arrive quelques années plus tard, puis là, tout d'un coup, ben là, maintenant, on veut réduire les lots. Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est qu'auparavant, on ne demandait pas ce genre d'études-là. Puis c'était juste un puisatier qui arrivait chez les propriétés. Puis peut-être que le puits devait être plus profond en fonction justement de la recharge et tout ça, mais ce n'était pas analysé. Donc, on se retrouvait dans des situations où est-ce qu'il y avait des manques d'eau, justement parce que dans le passé, ce n'était pas des exigences, puis ce n'était pas analysé. Donc, ce n'est pas en lien avec la taille des lots, mais plutôt quelle étude qui était faite au préalable, puis quel professionnel. Donc, c'est sûr qu'un puisatier, lui, arrive, vous avez de l'eau, on est au printemps, vous avez de l'eau à 200 pieds. Mais au printemps, on sait que la nappe phréatique, elle est très élevée parce qu'il y a la fonte des neiges. Versus que si on a une étude qui est faite sur plusieurs cycles, plusieurs saisons, à ce moment-ci, on peut avoir un portrait réel de comment la nappe phréatique travaille dans le sol. Donc, c'est pour ces raisons-là. Avez-vous un exemple de ces études-là qu'on pourrait consulter pour se familiariser avec? Parce que présentement, c'est très abstrait. Moi, je n'ai pas vu ce genre d'études-là encore, puis je serais vraiment curieux de regarder ce que ça a l'air. C'est sûr que les études sont privées, là, donc sont réservées aux firmes et aux personnes qui ont accès. Est-ce qu'on peut en trouver? On peut essayer d'en trouver, puis vous en partager s'il y en a des... ça, en voir une étude à Cantley, puis voir de quoi qu'on parle. Moi, en tout cas, on n'en a pas encore qui a été faite à Cantley de cette envergure-là. C'était ma question pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Il y en a une qui est en train de se faire. À M. Hassan. Non, c'est pas la même chose. Non. OK. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Kahn. Ma première question, c'est juste un follow-up sur la réponse que vous avez donnée à Yves Butterworth à propos de la contribution de fin de parc ou d'espace naturel. La réponse que vous lui avez donnée, est-ce que c'est grâce le nouveau règlement ou est-ce que c'est aussi la situation avec l'ancien règlement? Grosso modo, ça se ressemble beaucoup en termes de fin de parc. Je ne pourrais pas vous dire précisément, là, mais c'est sûr que le PIA, ce n'était pas assujetti auparavant, donc ça, c'est une nouveauté. Je ne pourrais pas vous dire précisément si les éléments sont exactement la même chose. Donc, si j'ai un terrain, je veux le lotir et 10% de mon terrain, c'est un milieu humide, est-ce que je peux donner le 10% à la municipalité pour conservation et ça m'acquitte du problème? Non, on n'acceptera pas le 10% en milieu humide parce qu'il est déjà protégé. Donc, on pourrait prendre un 10% qui n'est pas le milieu humide en plus de ça? Oui, donc c'est ce que je disais tantôt. on pourrait donner 20%. Donc, exemple, si le milieu humide, on ne peut pas l'utiliser puisque, par exemple, ça ne serait pas constructible, puis pour des raisons logistiques, ça serait trop difficile d'amener des rues ou des lots, ça peut être
additionner aux 10 de fin de parc, assurément. Un terrain en zone humide, on ne veut pas être touché. On peut le prendre, mais on ne le considérera pas comme fin de parc. Exactement. Fait qu'exemple, sur un terrain qui a 10 sur le terrain qui est en zone humide, on va le prendre, mais ce n'est pas qu'une considération comme fin de parc. On va exiger un 10 supplémentaire en fin de parc de terrain qui est viable. Fait que c'est en plus de ça, on va le faire. Par contre, si le promoteur veut joindre ce 10 de zone humide à un terrain, à un autre terrain, bien ça, il peut le faire. Mais s'il ne veut pas faire ça, bien, dans la municipalité, on va le prendre, mais on ne le considère pas dans 10 de fin de parc. Parfait. Merci. Je demandais la question parce que j'avais une discussion avec mon ami sur le conseil il y a quelques minutes à propos de son vote pour le 120 River. Donc, merci. Ma deuxième question, si je regarde toutes les tailles de l'eau moyenne ici, 4200, 3500 et tout ça, la norme actuelle dans le règlement, ou l'ancien règlement, c'est 5000 mètres. Je sais qu'on peut avoir des exceptions de baisser à 4000 mètres en autant que la moyenne reste au-dessus de 5000 mètres. Comment ça se fait que notre moyenne de taille de l'eau dans tous ces secteurs est bien en dessous des 5000 mètres si le règlement était 5000? Est-ce que le règlement n'était pas appliqué auparavant? Non, c'est tout simplement parce qu'il y a une modulation naturelle qui se fait en fonction des contraintes. Donc, naturellement, il va y avoir des lots, exemple, à 8000 m², parce que pour l'implantation d'un bâtiment, on n'a pas le choix d'aller chercher cette dimension-là à cause de la présence d'un milieu humide ou de zones de mouvement de masse. Donc, pour plusieurs raisons, il va y avoir une modulation. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir des lots qui sont très grands, qui viennent justement augmenter la moyenne à la hausse. Donc, puis tous ceux qui étaient, mettons, hors contrainte, bien là, on pouvait donner une dimension de 4000 m². OK, mais je devrais faire des calculs, c'est clair, c'est assez compliqué, mais il me semble que les lots, dans l'ancien règlement, les lots qui sont très grands, au-dessus de 15 000 m², sont exclus du calcul de la moyenne. Oui, Donc, au-dessus de 15 000, effectivement. Oui, c'est ça. Pour ne pas venir trop jouer dans la moyenne. Les grands lots en dessous de 15 000 mètres sont assez pour moduler la moyenne pour qu'on ait des chiffres pareils? Tout a été révisé puis fait dans les règles de l'ordre, dans le sens que tout a été calculé. Si un permis qui a été émis, ça veut dire que le projet respectait les dispositions normatives applicables. Il y a des terrains qui ont été, il y a des lots qui ont été créés au lotier avant 2005 aussi. Oui. On a ça, là, mais avant 2005, je ne connais pas la norme, mais il y a des lots qui étaient là. Exemple, à Gatineau, là, à l'époque, quand c'était pas Kentley, mais c'était Gatineau, là, ben, il y a des terrains qui ont été lotis beaucoup plus petits. Là. Fait que ça Comme où est-ce que le bassin La Fortune, on a des lots de 1200 m². Oui, ça, je suis au courant. Mais comme la carte que vous avez mis quand c'était comme genre aux alentours de Lorée-du-Bois, ça c'était pas du temps de Gatineau. Ça, c'était non, ça c'était loti dans les années. Je vous dis, il y en avait avant aussi, c'est ça que je veux dire. Oui, OK. Ça, je suis au courant. OK. La dernière chose que je voulais, c'était à propos de votre réponse à Jean-Baptiste, quand vous parlez des études qui ont été faites par le gouvernement pour s'assurer de la pérennité des ressources en eau, qui disent que 2500, c'est le minimum, puis nous, on va un petit peu plus loin que ça, à 4000. Est-ce que ces études-là ont été... C'est où qu'elles ont été faites? Parce que la géologie du Québec, elle varie pas mal. La majorité du monde vit dans les basses terres du Saint-Laurent. Nous, on habite dans le bouclier canadien ou le début du bouclier canadien. Il me semble qu'une étude qui a été faite à l'ensemble du territoire, peut-être n'est pas applicable ici, ou peut-être qu'elle l'est, je ne sais pas, parce que... Bien, la plupart, je vous dirais, la plupart des municipalités au Québec qui ont quand même une géologie semblable, comme exemple les Laurentides, qui est quand même une grande portion du territoire. Oui, il y a les basses plaines du Saint-Laurent, effectivement, mais il y a quand même beaucoup de municipalités qui partagent les mêmes typologies de géologie de sol. L'étude qui a été faite au niveau du ministère des Affaires municipales pour réaliser les OGAT ont été faites avec le ministère de l'Environnement et tous les partenaires
prenant. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui ont été considérés. Là. Je pense que c'est des éléments de base que, effectivement, qui sont au courant que la géologie du sol peut changer. Si vous avez plus de questions, je vous invite peut-être à contacter les gens concernés pour qu'ils puissent eux-mêmes parler de leurs études scientifiques. Mais moi, je suis quand même assez certaine que c'est des éléments qui ont été pris en compte, sachant qu'on peut avoir différentes typologies du sol, puis que, grosso modo, on a les bases pleines, puis par la suite, on a des municipalités où est-ce qu'on peut y avoir plus du roc ou de l'argile, un peu comme qu'on a ici à Ketley. Vous trouvez ça pas un petit peu bizarre qu'on peut arriver à un chiffre de ce qui est acceptable en termes de... Je crois pas, parce qu'il y a quand même plusieurs installations septiques, plusieurs technologies qui existent. Donc, selon moi, on peut moduler en fonction de la technologie de l'installation septique pour la grosseur nécessaire. Donc, moi, je vous donne un exemple. Sur 1000 mètres carrés utilisés, il y a des installations septiques qui peuvent être prévues là, pour ce genre de dimension-là. Donc, tout dépendamment quelle installation septique qui est choisie. Et après ça, une fois qu'on a besoin de bouger l'installation septique? Il y a des moyens où est-ce qu'on peut décontaminer l'endroit. Donc, il y a un processus qui est prévu par, justement, le ministère de l'Environnement pour décontaminer. Mais là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, parce que c'est quand même assez complexe, mais oui, il y a un processus qui est prévu pour la décontamination. Puis, il y a des installations septiques où est-ce qu'il y a un rejet au ruisseau, donc il n'y a pas de décontamination nécessaire parce qu'il n'y a pas d'infiltration dans le sol, comme les FDI, par exemple. Donc, c'est un rejet au ruisseau, puis au ruisseau ou au fossé. Donc, il n'y a pas de décontamination nécessaire. OK. Et juste quand on parle des ressources d'eau, vous avez dit à Jean-Baptiste qu'on n'a eu aucune étude de ce genre à Ketley en ce moment, celles qui sont présentement exigées. Mm-hmm. Si après ces études, on voit qu'on a un problème, est-ce que vous êtes prête à suggérer au Conseil de réviser nos normes entièrement? Parce que c'est clair qu'on était dans le champ. Bien, en fait, on s'est adjoint d'un professionnel en hydrologie pour nous conseiller sur l'étude qu'on a besoin de faire. On lui a quand même demandé de réviser, nos normes. Ce qu'il a dit, c'était que c'est l'une des meilleures normes qu'il avait vues de sa carrière, puis on s'est basé quand même sur les municipalités qui avaient fait des bons coups, selon lui. Effectivement, si, exemple, à la lumière de cette étude-là, à la lumière de ce qu'on peut observer sur le territoire suite au développement, il y a des problématiques, on peut essayer de s'améliorer. C'est juste qu'en ce moment, on veut exiger le meilleur. Donc, on va partir de là, puis on s'ajustera aussi au fil du temps si ajustement est nécessaire. OK, cool. Merci. Merci. Bonjour, Bonjour. Chantal Laroche. Est-ce que je me trompe, mais dans la première mouture, pour ce qui était des zones rurales de consolidation, les lots étaient de 8000 mètres carrés. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai pris ça? Non, vous ne vous trompez pas. Donc, à la base, ça a été révisé à 8000 mètres carrés au lieu de 4000. Puis, dans la deuxième mouture, ça a été rapporté à 4000. Donc, le 4000, c'est généralisé sur tout le territoire. Tout ce qui est à l'intérieur du périmètre urbain, à l'extérieur, à l'exception des zones rurales, réserves foncières, puis forestières naturelles. Oui, comme tu l'as présenté sur la carte. Donc, rural de consolidation, c'est 4000. C'est 4000. Oui. Fait que moi, si mon voisin derrière, c'est une ferme agricole, puis que ça a été maintenant, dans la nouvelle carte, là, le nouveau zonage, c'est du rural de consolidation. Alors, je pourrais voir un quartier résidentiel avec des terrains de 4000 mètres carrés se développer sur une ancienne ferme. Si c'est son intention, puis qu'il veut réaliser un projet, ça pourrait être une option. Ou s'il vend le terrain à un promoteur. OK. Donc, comme tout le monde, là, on se pose la question, pourquoi 4000, pourquoi 6000, 8000, 5000? Là, je veux dire, c'est quasiment des chiffres pas sortis d'un chapeau, mais c'est sûr que quand tu regardes une zone rurale actuelle, puis tu dis, oh mon Dieu, ça peut devenir, parce que ça a été zoné consolidation, j'ose espérer que consolidation, ça veut dire que ça va être développé en dernier, c'est-à-dire si la municipalité a vraiment besoin de développement, est-ce que ça veut dire ça? Ou sinon, ça pourrait être développé demain matin si... Ce que ça veut dire, rural de consolidation, c'est qu'on souhaite consolider
un secteur qui est à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, on veut miser sur le fait qu'il y a déjà une urbanisation, déjà des infrastructures en place pour consolider ce secteur-là. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse autoriser l'ouverture de rues dans cette zone-là, là. Donc, c'est comme une des seules zones à l'extérieur du périmètre urbain où est-ce qu'on peut faire l'ouverture de rues. OK. Donc, ça pourrait être demain matin comme ça pourrait être dans 20 ans. Oui, tout dépendamment de la dynamique puis des intentions du propriétaire foncier. OK. Merci. Merci. Je sais que je ne suis pas supposée de parler ce soir, mais c'était juste un petit complément d'information, si je peux me permettre, pour le 8000. En fait, l'idée qu'on avait apportée au 8000, c'était pour permettre moins de densification à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. On s'est inspiré de ce qui existe, entre autres, à Chelsea. C'était pour ça l'idée du 8000, puis il a été retiré par la suite. L'idée, c'est de permettre à l'extérieur du périmètre d'urbanisation d'avoir des lots plus grands pour pouvoir amener une densification plus faible. Si on est à 4000, on peut construire plus de maisons. Donc là, c'était pour moins de densification à l'extérieur du périmètre. Pourquoi ça a été retiré? Là, il faudrait demander au conseil pour ça. Mais je sais pas. Mais c'est pas ce soir. Je vous donne une information du pourquoi il y avait eu cette idée-là. Pourquoi il a été retiré? Le conseil préférait retourner à 4000. Mais je ne sais pas. L'objectif de l'atelier, c'est pas ça. Donc, ça serait vraiment la consultation publique. C'est une question de position, tout simplement. Moi, ma position, c'était de densifier moins. Il y en a qui préféraient le 4000. Madame Bellil, je vais vous arrêter. Oui, je vais finir ça, puis après ça, vous pourrez poser des questions. On va arrêter la séance, puis vous poserez des questions de ce niveau-là. Parce que je veux diviser la politique de l'administratif. Oui. C'est plate à dire, là, mais je vais vous laisser répondre à vos questions après, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la machine? Oui, bonjour, Olivier Doré. Je me demandais, on parle des prochaines étapes pour avoir une consultation publique, je crois, le 26 mai, si je ne me trompe pas. Est-ce que les commentaires qui ont été Excusez, s'il vous faits... plaît, Bonjour. Est-ce que les commentaires qui ont été faits aujourd'hui vont être également pris en compte ou ça va juste être, dans le fond, celle du 26 mai qui va être pris en compte? Non, les commentaires de ce soir vont être pris en compte. Parfait. En fait, c'est comme ce qu'on va faire, c'est une rétroaction. Si on prend en considération les commentaires, on va ajouter la réglementation, on va l'indiquer qu'est-ce qui a été modifié, puis ce qui est revenu, mais qu'on ne peut pas nécessairement faire l'ajustement, on indique pourquoi qu'on ne peut pas. Exemple, déjà, on a déjà préparé une partie de la présentation de la consultation publique, puis on le fait pour le PIA puis zonage. Puis là, il fallait avoir l'atelier de ce soir pour faire la portion de lotissement. Mais oui, le but, c'est d'avoir une rétroaction, puis de modifier ce projet-là en fonction des échanges qu'on a. Je vais parler pour l'ensemble du groupe. Je peux juste parler pour ma feuille à moi, notre feuille à nous, en fait. Mais je sais que nous, on était, disons, plus du bord du 5000 m². Est-ce que s'il y a un bon nombre des groupes présents ici ce soir qui ont fait beaucoup de commentaires par rapport aux 5000 m², est-ce que c'est quelque chose qui pourrait changer d'ici la consultation ou c'est la consultation... Ou c'est à la consultation, en fait, qu'on doit... Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça. C'est bon, ça va comprendre. Le conseil, ce soir, est ici justement pour entendre, parce qu'entre discussion conseil, il y avait toutes sortes de positions qui amenaient autant aux 4000, aux 5000, et ils ne sont pas arrêtés à une ou à l'autre des positions. Fait qu'on a envoyé le discours de cette façon-là. On attendait la réaction des gens avec les termes qu'il y a eu. C'est pour ça qu'ils ont circulé. Puis à ce moment-là, ils vont nous donner une orientation, aller à 4000 ou 5000. C'est pas Alexandra, c'est pas Stéphane qui va décider. C'est le conseil qui va nous dire, on voit cette chose-là. On revient, puis je fais une petite parenthèse. Autre, sur le PIA, il y a des choses qui ont été passées, des choses qui ont déjà été discutées, puis qu'on a déjà fait. Elle a déjà fait les corrections pour s'assurer de représenter l'ensemble ce que la communauté veut, tout simplement. Parfait. Merci à vous. Merci au conseil aussi. Merci. Eva Cohen. I'm wondering how much growth are you expecting to accommodate with the new regulations? You mean how much we have... c'est quoi? Projection démographique. Dis-le en français, je ne sais pas. OK. Demographic projections.
OK. So, in le plan d'urbanisme, je vais parler en français, ça va être plus facile. Dans le plan d'urbanisme, il y a la projection démographique où est-ce que on peut voir le nombre de personnes qui est entendu selon Statistique Canada, basé sur des études que eux font. À ce moment-ci, nous, est-ce que ça va se réaliser tel quel? On ne peut pas le dire nécessairement. Je ne sais pas trop votre question, où est-ce qu'on s'en va. C'est sûr que là, je ne veux pas répondre à des questions du plan d'urbanisme. Parce que là, je n'ai pas les données avec moi, vu que ça apporte sur le lotissement. Non, c'est dans le plan d'urbanisme. I'm just wondering, because we're talking about the regulations to basically base future growth on, the size of the lots, the size of the buildings and all that. We have about 25% vacant lots in the urban perimeter. How much of that space have you allocated in the planning for the future needs of the community? Combien il y a 25 de disponible? Combien de pourcentage qui est disponible pour la communauté sur 25 %-là? Ah, mais tout ça, ça va dépendre des projets qui sont planifiés. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance sans savoir c'est quoi les projets qui sont proposés. Assurément, avec le 10 de fin de parc, si on voit la nécessité, on peut réserver des lots pour des écoles ou des éléments comme ça. OK. Mais oui, effectivement. Donc, c'est sûr que sachant pas qu'est-ce qui s'en vient, on pourrait dire, ben on veut une école là, mais finalement, on prévoit 200 lots, mais il y en a juste 10 qui se construisent. Donc, assurément, les 25 lots, ça fait quand même des années qui sont vacants, qu'il n'y a rien qui se prépare. Donc, assurément, tout ça se fait en parallèle avec des projets concrets parce qu'effectivement, on ne peut pas prévoir c'est quoi les projets qui viennent. If that's the case, do you think that it might be better to first plan what we want for the community and where we want to go and how much we want to grow and how we can accommodate that with the regulations that we're... Tout ça, c'était des éléments qui étaient vus à travers le plan d'urbanisme au niveau du développement puis de l'organisation spatiale du territoire. Donc là, c'est sûr qu'on parle du lotissement. Si vous avez des questions à propos du lotissement, on va pouvoir y répondre, mais je ne vais pas m'étaler sur un règlement qui est déjà entré en vigueur. Donc, c'était vraiment la vision d'aménagement et de développement du territoire à l'intérieur du plan d'urbanisme. Okay, I just find it a bit difficult to make those plans and design and make those decisions that we're talking about tonight when we haven't really figured out where we want to go with the community, how we keep it a rural community. C'est sûr que la municipalité n'a pas le secret. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de développement parce que c'est une dynamique qui est privée. Donc, faut attendre que les projets arrivent pour pouvoir développer en fonction de ce qui nous est proposé. C'est sûr que moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'elle dit. Ça parle du plan Le plan d'urbanisme. Thank you. Merci. Merci, Alexandre. Bonjour, Yves Leduc Butterworth. Les grandeurs de l'eau, ils sont uniformes pas mal dans le périmètre urbain. C'est quoi que ces dimensions-là vont être modifiées ou considérées si le terrain a une haute valeur écologique ou quelque chose autre que juste comme milieu humide et arpenté? Est-ce qu'il y a une considération avec ça pour subdiviser les lots? Je ne pourrais pas vous répondre en termes de haute valeur écologique. Je sais qu'il y a des dispositions dans le règlement de zonage en lien avec ça pour la protection des milieux à haute valeur écologique. Je ne pourrais pas vous donner une réponse précise sur ça. OK, mais si généralement quelqu'un veut diviser un lot de 10 acres haute valeur écologique, vous savez En pas, ce moment, c'est des dispositions qui ne sont même pas encore en vigueur. Donc, les hautes valeurs écologiques, les parcelles à haute valeur écologique fait partie du nouveau plan d'urbanisme. On n'a eu aucun projet de lotissement depuis l'entrée en vigueur du projet d'urbanisme qui a été achevé, de grands projets domiciliaires. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse précise parce que je n'ai pas fait l'application puis que je n'ai pas la réponse pour vous. Mais je peux vous revenir avec la réponse, ça va me faire plaisir. OK. Oui. S'il n'y a pas de protection pour les hautes valeurs écologiques,
en termes de comme grandeur des lots? Je pourrais pas dire qu'il n'y en a pas. Je peux juste vous dire que je connais pas la disposition Oui, qui je est comprends. S'il n'y en a pas, mettons, Oui. est-ce qu'il y a un moyen de limiter l'exploitation de ce terrain-là ou les grandeurs de ces terrains écologiques-là avant que, en attendant d'autres règlements qui vont être capables d'encadrer? Ben, c'est sûr que vous demandez, je vais juste rephraser là, pour m'assurer, vous demandez si, exemple, il y a la présence sur un lot, une autre parcelle à valeur écologique, si on augmenterait la superficie ou si on limiterait l'utilisation de cette portion-là? Oui. OK. Donc, la limitation de l'utilisation, ça serait à travers le règlement de zonage. Donc, ça, je pourrais vous revenir par réponse à ce niveau-là. Pour la superficie du lot, il va falloir que je revienne aussi avec vous là, pour savoir, exemple, si ça influence la superficie du lot d'une telle façon. Si ça ne l'est pas, mais c'est ça qu'on voudrait que ça soit, Oui. c'est la seule manière qu'on pourrait avoir ça serait de demander un changement de loi pour les lotissements. Oui? Bien, vous pouvez toujours venir à la consultation publique pour valider si revenir sur cette question-ci. Mais là, est-ce que tu vas lui revenir au monsieur? Oui, oui. Ouais, c'est Oui, ça. le règlement n'est pas coulé dans le béton. Là. On n'a pas besoin de passer encore dans une modification de règlement. Donc, on est ici pour échanger et apporter des modifications si nécessaire. Oui, je comprends. Moi, il y a beaucoup des règlements que j'aime. Je veux avancer ce projet-là. C'est de mitiger les risques. Comme là, on voit que c'est haute valeur écologique qu'il faut protéger pour notre identité. Je veux savoir c'est quoi les manières qu'on pourrait protéger les valeurs écologiques s'il n'y en a pas. Mettons, est-ce qu'il y a si on met un moratoire jusqu'à temps pour les autres zones écologiques, les zones à haute valeur écologique? Je ne pense pas qu'un moratoire serait nécessaire. Je pense qu'on peut juste ajouter des dispositions de protection. Comme je vous dis, on est là pour discuter puis voir qu'est-ce qui est important pour vous. S'il n'y en a pas, comme je vous dis, je ne peux pas vous donner la réponse. C'est des éléments qui peuvent être réfléchis. Là. Donc, on peut vous revenir avec une proposition de qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ce que je comprends, ce que vous nous dites, là, c'est que vous aimeriez avoir des dispositions spéciales sur des terrains de grande, des terrains de grande envergure, pas nécessairement de grande envergure, mais sur certains terrains pour s'assurer que s'il y a un corridor écologique, un partiel à haute valeur écologique. Un partiel à haute valeur écologique, que ça soit protégé. C'est ça, je comprends votre Oui, demande? plus grand. C'est beau. On le prend en note, puis on va probablement corriger pour s'assurer de mettre ça dans les documents, dans peu importe c'est quoi. Là, on va prendre Merci beaucoup. Une autre petite question. La taille de terrain, minimum très sensible, mais on avait une limite maximum sur le règlement qui a été proposé. Là, je vois que ça a été aboli complètement. Oui. Quand j'ai fait du porte-à-porte cet hiver sur l'urbanisme, il y a beaucoup de gens qui avaient partagé avec moi, ils cherchaient des terrains pour leurs enfants, qui voulaient s'établir à Cantley, puis les générations qui continuent. Si on permet à quelqu'un pour une résidentielle de s'acheter 5, 6, 10 acres juste pour son ego ou ses besoins matériels, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une limite quand même au niveau du maximum. Fait que je sais pas c'est combien, mais là ça a été enlevé complètement. Je serais curieux de t'entendre là-dessus sur, dans le fond, on a comme une responsabilité pour les générations à venir de partager notre territoire de façon équilibrée. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Bien, en fait, la disposition du 4000 a été établie en fonction des retours des citoyens. Donc, les citoyens nous avaient mentionné seulement une disposition minimale, effectivement. Donc, tout ce qui était en lien avec l'étalement urbain, développement durable avait été vraiment balayé par dans le fond, ce qu'on avait reçu. Donc, on a vraiment écouté ce que les citoyens voulaient, puis on l'a fait transparaître dans la réglementation. Donc, c'est sûr qu'effectivement, dans une optique d'utilisation durable du territoire, on fixerait un maximum, mais sachant ce qu'on a eu comme retour des citoyens, je pense qu'on ne voulait pas s'aventurer là parce que c'était clair et précis qu'ils voulaient avoir seulement un minimum. Je me trompe-tu ou je me rappelle pas de gens qui avaient vraiment critiqué le maximum? Les gens avaient beaucoup critiqué le maximum. Les gens, ils voulaient pas avoir de maximum. Le maximum? Okay, oui, le maximum de 3500 avait été beaucoup critiqué. Oui, 3500, c'est clair. Mais quand on mettait le maximum en bas du minimum qu'on est habitué, ça, c'était sûr que c'est clair. Mais je veux dire, un maximum à 2 acres, à 3 acres, à 4 acres, je veux dire, on pourrait discuter de la limite.
Mais moi, je ne me rappelle pas, en tout cas, dans mes interactions, que les gens avaient critiqué d'avoir un maximum. Mais c'était juste, ça avait juste jamais été soulevé comme préoccupation. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les préoccupations qui ont été soulevées, puis on a adapté les normes en fonction de ça. Ce que Je voulais avoir, ce je que voulais je apporter veux le comprendre, commentaire. quand je comprends pas, je pose la question. Ouais. Ce que je veux comprendre, c'est que vous nous dites sur un terrain de 50 acres, on pourrait avoir une maison présentement. Si le propriétaire pourrait faire une maison sur le terrain de Ben, je 50 ne acres, trouverais pas ça correct non plus. ben, mais je trouve il pourrait présentement, il pourrait. présentement, je vois pas de limite maximum C'est sur la ça. taille d'un lot résidentiel. Ce que vous me dites, c'est que vous aurez mis à avoir une norme maximale d'un lot. Résidentiel. J'aimerais Le ça maximum discuter avec était- la population de c'est quoi qui est raisonnable, 2, 3, 4 acres, je ne sais pas. Mais d'avoir un milliardaire qui arrive, qui achète 50 acres pour se mettre sa maison, je trouve que ce n'est pas une répartition, c'est pas un partage équitable du territoire de Cantley. C'est sûr que là, ça devient difficile parce qu'effectivement, le 3500, ça avait été établi à travers les orientations gouvernementales, des études, puis dans l'optique de contrer l'étalement urbain. Donc là, on est comme dans une optique de... C'est difficile à établir. Là. Je pense que ça devient très sensible. On peut demander aux gens ce qu'ils veulent, assurément, mais c'est sûr que c'est difficile à établir un maximum dans ce cas-ci quand on est vraiment... On balaie tout ce principe-là de contraindre l'étalement urbain puis de favoriser la densification. Je pose la question. OK. Puis je serais curieux de savoir ce que la population pense là-dessus. Merci. OK. Juste quelques questions de plus. Sur la toute dernière page du règlement actuel, dans les exceptions additionnelles, où ça dit qu'un permis ne peut pas être refusé pour le seul motif que la superficie ou dimension ne lui permettent pas de respecter les exigences, il y a le point Excuse-moi, 9. j'ai manqué le début. Ouais, c'est l'article 4.24. Ça dit qu'un permis ne peut pas être refusé juste pour la superficie ou les dimensions qui ne satisfait pas les exigences. Et un des critères, le dernier, numéro 9, ça dit d'une opération cadastrale identifiant une partie d'un bâtiment ou d'un terrain rendu nécessaire pour une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal en vertu du Code civil du Québec Oui. et dans lequel la déclaration seule, le ou les bâtiments ou terrains peuvent faire l'objet de parties exclusives. Oui. J'ai vraiment aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, assurément. Dans le fond, dans un projet intégré, comme exemple, ça peut être juste même un bâtiment multifamiliaux. Dans un projet de condominium, on va lotir une partie privative. Donc, exemple, le condo devient une partie privative. Donc, on n'assujettit pas cette partie privative-là à 4000 m², là, parce qu'on aurait des condos de 4000 m². Donc, c'est tout simplement que tout ce qui est lot privatif à l'intérieur d'un projet intégré n'est pas assujetti aux normes de lotissement parce que ça fait pas de sens. On peut pas respecter les normes de lotissement. Puis c'est ça l'optique d'un projet intégré, c'est qu'on a un grand lot commun avec des parties privatives qui soient, exemple, un unifamilial, un condo, donc tout dépendamment. OK, parfait. Aussi, dans la même section, il y a plusieurs exceptions. Un exemple, ça dit que si tu as un lot qui est entre 12 000 et 15 000 m², tu as le droit d'avoir un lotissement de 3 lots. Il me semble que peut-être cette exception a été écrite avec une norme minimale différente en tête, parce que entre 12 et 15 000, c'est clair qu'avec un minimum de 4 000, tu peux avoir 3 lots. Est-ce que c'est des exceptions qui étaient écrites avec 5 000 mètres en tête? Je pourrais pas vous répondre, il faudrait que je valide. Donc, ça se peut que je pourrais pas vous dire. Là. Je connais pas tous les points, les alinéas par cœur du règlement. OK, parfait. Avez-vous Il y a l'article l'article avec les numéros? 4.2.9. Oui. Juste nous répéter l'article. C'est 4.24, exception additionnelle. L'exemple que je viens de donner, c'est le point numéro 8. Parfait. Il y a aussi, comme le 7 et le 6, c'est la même chose pour différents types de lots. OK, juste en conclusion, j'aimerais juste savoir, le 4000 mètres qui a été présenté aujourd'hui, ça vient de qui? Est-ce que ça vient du service d'urbanisme? Est-ce que ça vient du conseil? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Parce que j'ai eu l'impression,
peut-être erronée, mais ce soir, l'objectif était de convaincre la population que 4 000, c'est pas pire. Et ça n'a pas vraiment été j'ai pas eu l'impression que c'était un atelier pour avoir l'opinion, c'était un atelier pour convaincre que 4 000, c'est vraiment bon. Et même dans votre présentation qui était excellente, juste des éléments contradictoires comme c'est bon le 4 000 parce que ça augmente la valeur foncière, mais c'est aussi bon le 4 000 parce que ça rend l'accès à la propriété abordable. Ça, c'est une contradiction énorme. Donc, d'où vient le 4 000? Dans le fond, l'augmenter la valeur foncière, c'est qu'on vient créer un compte de taxes supplémentaire. Donc, exemple, si une personne veut subdiviser son terrain en deux, mais il ne peut pas parce que c'est 5 000 mètres, la valeur foncière, c'est que ça l'ajoute un compte de taxes qui paye les services municipaux avec les autres contribuables. Ce soir, l'objectif, c'était pas de ça du tout. En fait, c'était basé sur la moyenne des lots actuels. Puis en lien aussi, moi, je suis urbaniste, donc mon but, c'est de suivre les courants urbanistiques, puis ben, la science, qu'est-ce qu'elle nous dit. C'est sûr que je veux contrer l'étalement urbain le plus que possible, mais ce soir, je pense que c'était une place de discussion. C'est pas pour rien qu'on vous a posé la question puis qu'on vous le demande. C'est pour qu'on ait une rétroaction à savoir est-ce que vous le voulez ou vous le voulez pas à la lumière de l'information scientifique. Il y a une analyse qui a été faite du territoire. On a des arguments qui sont basés sur la littérature scientifique en urbanisme. Puis là, ben, c'est à vous de prendre la décision à la lumière de ça. C'est sûr que oui, effectivement, on va prêcher les bons points parce qu'on veut contrer l'étalement urbain. Mais si les citoyens veulent quand même avoir 5 000 mètres, comme je vous ai mentionné, le conseil était quand même très ouvert. On voulait vous entendre, puis c'était ça l'objectif aussi. Parfait. Ben, j'ai hâte à la consultation publique. Merci. Merci. S'il n'y a pas autre chose, je vais simplement vous dire merci pour votre participation. Puis si vous voulez échanger avec vous autres, avec les élus, ben, je vous laisse guérir de ça. Fait que merci. Puis c'est également apprécié de votre temps. Bonne soirée. Merci.